Oui, la relation entre les États-Unis et la France, c'est important, d'autant qu'elles viennent de changer. Je pense que votre génération illustre assez bien ce changement. Mais le Brexit, le risque de Brexit, ou l'absence de risque de Brexit, me paraissait quand même sensiblement plus important. Parce que ça engage notre avenir. Les relations avec les États-Unis, c'est une vieille histoire. Et à moins d'une façon de très graves erreurs, elles ne sont pas prêtes de changer. Il ne vous a pas échappé que depuis quelque temps, David Cameron a fait un pari, certains diraient a pris un risque, devant la montée de deux choses, la naissance et l'affirmation dans le paysage politique britannique du parti qui est dirigé par Nigel Farage et qui prône l'indépendance du Royaume-Uni, c'est-à-dire une sortie claire, franche et nette de la construction européenne pour que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande redevienne une puissance libre de toutes ses décisions, ce qu'elle a toujours été, absolument souveraine, jusqu'à ce qu'elle consente quelques abandons de souveraineté à la construction européenne. La montée de ce parti l'inquiète. Les Anglais sont habitués, depuis le règne de Victoria, à fonctionner en régime bipartisan, avec une alternance qui leur assure des majorités larges, dans une vraie démocratie, sur laquelle nous pourrions parfois prendre pas mal de leçons. L'arrivée d'un tiers parti bouscule le jeu, et il a probablement pris la décision d'essayer de tuer le danger dans l'œuf en faisant en sorte que ce parti n'ait aucune audience, en amenant le peuple britannique à décider une bonne fois pour toutes si oui ou non il reste ou il sort de la construction européenne. Je pense qu'il y a une deuxième cause à son pari, ce sont les séquelles de la crise financière de 2008. Il ne vous a pas échappé qu'à l'époque, c'est une des actions de Nicolas Sarkozy qui est absolument indiscutable et qu'il faudra un jour lui reconnaître. Il n'a pas fait que des erreurs dans un quinquennat, même s'il en a accumulé un certain nombre. Mais il a pris la mesure du danger de la crise financière, des risques d'explosion de la construction européenne, et trop conscient ou trop bien conseillé sur l'importance de la construction européenne pour la survie de la France, il a véritablement tout fait pour essayer de conjurer les choses. Et si vous suivez un peu l'actualité européenne, il ne vous a pas échappé que depuis cette crise financière, une série de décisions ont été prises qui renforcent la solidarité entre les banques des 28, qui a essayé de mettre un peu plus de contrôle dans le fonctionnement des pratiques financières. Bref, essayer de faire en sorte que le système reste viable, soit un peu sous contrôle du politique, un tout petit peu, parce que depuis l'explosion libérale qui a suivi la disparition du bloc soviétique, on est beaucoup revenu à la liberté du 19e. Et ça a des conséquences pour les Britanniques. Même s'ils ne sont pas dans la zone euro, un certain nombre de règles s'imposent à eux. Et ça, pour les Anglais, c'est absolument insupportable. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. De surcroît, ça a une conséquence pour tous les Britanniques. On a décidé que, contrairement à 1929, on ne pouvait pas laisser disparaître le système financier international. Par conséquent, pour ne pas laisser disparaître le système financier international, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui réponde en dernier niveau et qui accumule, qui assume, si je veux dire, plutôt l'ensemble des déficits qui ont pu apparaître, et c'est le contribuable. Ce qui, pour un gouvernement britannique, est insupportable. Qu'un citoyen britannique ait à payer des impôts pour effacer les errements bancaires d'un Grec, d'un Espagnol, d'un Portugais, d'un Italien ou d'un Français, ça n'est pas pensable. La Grande-Bretagne est notre amie, mais comme j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de vous le dire, et comme je vous le répéterai si on me fait l'amitié de m'inviter à venir m'exprimer à nouveau devant vous, une puissance n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Une fois qu'elle a couvert ses intérêts, elle peut éventuellement développer quelques liens d'amitié. Alors, comment on en est arrivé là et pourquoi cette fois-ci on se pose un tas de questions? Je vais essayer d'y répondre en remontant à l'acte fondateur, c'est-à-dire le suicide raté de 1914.
comment ensuite la Grande-Bretagne a réussi à gérer la diminution de sa puissance en continuant à jouer seule un rôle mondial. Et puis j'essaierai de répondre enfin à la question « et l'Europe dans tout cela ?» pour conclure sur quels sont les risques et en quoi la seule chose qu'on puisse affirmer sans crainte de se tromper, c'est que le résultat sera probablement très serré. Alors en 1914, au moment où la guerre éclate, la Grande-Bretagne est la puissance dominante. Mais une puissance dominante à l'anglaise, si j'ose dire. C'est-à-dire trop attachée à la liberté pour contraindre, trop attachée à garder l'essentiel de son capital pour le faire fructifier, c'est-à-dire une domination qui doit coûter le moins cher possible. Le premier outil, la principale base, on est au terme d'un siècle, tout le 19e siècle d'accumulation de puissance économique, donc je vais prendre la situation à la veille du conflit. Le premier outil de la puissance, c'est la puissance financière. D'où l'intérêt de ce tableau, les investissements des puissances dans le monde. Vous apercevez que sur un total général de 203 milliards de francs or, vous avez le taux de conversion du franc or à l'année 1913. Donc sur 203 millions, la Grande-Bretagne en contrôle la moitié, un petit peu plus de la moitié, et la livre sterling est véritablement la monnaie dominante. Quand vous allez en visite à Londres en 1913 et que vous souhaitez acheter des livres sterling pour faire face à vos menues dépenses du séjour, pour avoir une livre, vous devez sortir 25,22 francs or, c'est-à-dire 25,22 fois 3,1753 € 2012. Et on demandait à vos parents, car vous, je pense que vous êtes trop jeunes pour vous en souvenir, mais quand on allait à Londres avant la création de l'euro, il fallait sortir un petit paquet de francs pour accéder à une livre. Et encore, ces francs étaient-ils à multiplier par 100, puisque depuis 1960, par pudeur pour ne pas vraiment étaler devant les yeux du monde que nous avions une monnaie de singe, le général de Gaulle avait enlevé 2 zéros au franc en créant le nouveau franc, de façon à camoufler la dégringolade du franc. Quand aujourd'hui on vous dit que l'Angleterre n'est plus ce qu'elle était, j'ai envie de reprendre cette vieille expression sexiste française, peut-être, mais elle a de beaux restes. Et j'aimerais que la France en ait d'autant. Donc, premier outil, la finance. Avec ça, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Ils contrôlent l'essentiel de l'économie états-unienne, puisque vous voyez que les États-Unis ne sont propriétaires que d'un gros quart ou d'un petit tiers de leur propre économie. L'essentiel de l'économie des États-Unis appartient à des capitaux britanniques, français, un peu allemands même, mais essentiellement des capitaux britanniques. Et la City est véritablement le cœur financier du monde. Les Anglais ont une balance commerciale chroniquement déficitaire. Tous les ans, ils perdent de l'argent par leur commerce, mais tous les ans, ils gagnent de l'argent par le retour sur investissement, ce qui leur permet de solder la balance commerciale. Ils gagnent également de l'argent par la location de leur flotte. Près de 40% du commerce international est fait sur des bateaux britanniques, moyennant finance évidemment, et ils assurent également toute une série de services dans les assurances. S'il y a parmi vous des fanatiques de la guerre sous-marine, il ne nous a pas échappé en regardant les différents films ou en lisant les ouvrages que vous avez pu avoir entre les mains, que tout commandant de sous-marin ne quitte pas son port d'attache sans le registre du Lloyd, car il n'y a que le registre du Lloyd qui lui permet d'identifier parfaitement le bateau qu'il vient de couler avec une torpille. La réassurance dans tous les domaines se situe encore aujourd'hui, en grande partie à Londres. Donc ils gagnent énormément d'argent et on a un système qui est au fond assez analogue à celui du système sanguin. Le déficit britannique les oblige à sortir de l'or pour solder leur balance commerciale dans des pays qui en ont besoin pour garantir leur monnaie. Les gains qu'ils font grâce à leurs services et à leurs placements financiers, à la rémunération de leurs banques qui sont capables de virer des sommes de quelque importance que ce soit partout dans le monde, ils assurent le renouvellement
de leur stock d'or qui garantit leur monnaie, c'est-à-dire qu'ils assurent la distribution financière dans le monde. Le système monétaire international fonctionne à partir de la City. Premier outil de puissance. Deuxième outil de puissance, c'est le reflet de cette richesse, mais je vais aller très vite, parce que c'est un outil qui est déjà un peu en diminution d'importance, leur puissance industrielle. Je vais m'en tenir simplement au problème de l'énergie. Le pain de l'industrie, comme on dit, puisque c'est l'expression utilisée à l'époque au XIXe siècle, c'est la houille. La Grande-Bretagne a une chance extraordinaire, elle est un bloc flottant de houille. 300 millions de tonnes de houille sortent tous les ans des mines britanniques. Elle en vend un tiers, elle en consomme 2 tiers pour faire fonctionner son industrie. Elle est capable de tout vendre. Elle peut tout vous produire. Elle peut tout vous proposer. Mais la concurrence allemande la gêne. L'Allemagne est devenue la première puissance industrielle d'Europe et même du monde. Elle est en passe de perdre le rang mondial face aux États-Unis qui se développent très vite en 1913. Et donc les Anglais, là, se disent que c'est probablement plus sur l'industrie qu'il faut compter, peut-être qu'il faut davantage déjà donner d'importance aux services. Troisième outil, la Royal Navy. Rien ne se passe sur la planète qui ne puisse être contrôlé par les Anglais. On applique la règle du two power standard. La puissance de la marine britannique est égale à la somme des 2 puissances, des 2 marines de guerre qui la suivent dans le classement mondial. Quand vous êtes aussi fort que le 2e et le 3e cumulés, ça vous laisse une certaine marge de manœuvre. N'importe où dans le monde, la Royal Navy peut intervenir et mettre un terme à quelque événement que ce soit qui risque de menacer la puissance ou la suprématie britannique. Donc vous voyez qu'on a des outils qui sont relativement simples, auxquels il faut rajouter un dernier, l'Empire. En 1913, il n'est pas encore à son apogée, puisqu'il faudra y introduire les confiscations de l'Empire allemand en 1919, mais l'Empire britannique est le plus étendu du monde. Surtout, il a une particularité, c'est un empire développé. Il y a dans l'Empire britannique 2 catégories. Les pays qui ne fournissent que des denrées brutes, et puis des pays qui commencent à fournir également des produits industriels. Encore simple. Pour l'instant, ils sont très largement dépendants de leur métropole. Mais tout de même, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont en mesure de couvrir des besoins industriels simples qu'ils n'ont plus besoin d'acquérir en Grande-Bretagne, laquelle dispose à ce moment-là de ses excédents pour inonder d'autres marchés. Donc on a un système, si vous voulez, qui fonctionne assez bien et qui est relativement léger, car les Anglais ne veulent pas que cette suprématie qu'ils ont construite tout au long du XIXe siècle ne leur coûte trop cher. L'argent est trop important, il doit être réservé aux investissements. Ils ont donc mis au point un système qui est celui de l'équilibre européen. Il faut faire en sorte que toutes les puissances du continent soient à peu près égales en puissance entre elles. Étant égales en puissance, aucune ne peut prendre l'avantage sur les autres. Si par hasard l'une d'entre elles voulait prendre l'avantage sur les autres, on la remettrait au pas le plus rapidement possible. Exemple concret, 1870, Bismarck a besoin d'une guerre pour assurer la cohésion entre les Allemands. Il déclare la guerre à la France. Guerre absolument géniale, c'est pas lui qui la déclare, c'est Napoléon III qui le fait, donc Bismarck n'est même pas l'agresseur. Il la gagne rapidement. Il sait la régler très correctement, je veux dire par là qu'il ne demande que 3 départements et une indemnité de guerre qui apparaît supportable aux Français, donc la paix est signée très vite. Une guerre que vous n'avez pas déclarée, que vous gagnez, que vous terminez à vos conditions, c'est la guerre parfaite. Et l'unité allemande est faite, pour autant l'Allemagne ne domine pas l'Europe. Bismarck s'aperçoit que 5 ans plus tard, qu'il aurait dû demander davantage d'argent à la France. Il envisage une nouvelle guerre. Là, les Anglais lui disent non, Otto, ça ne va pas être possible. 70, on n'a rien dit, c'était parfaitement conforme à vos intérêts, c'était pas contraire aux nôtres, les Français pouvaient le supporter. Si vous attaquiez la France, nous serions indiscutablement à ses côtés. Bismarck a parfaitement compris, il a renoncé à son projet. La responsabilité des Anglais dans la guerre de 14, c'est de ne pas avoir dit clairement qu'en tout état de cause, ils seraient aux côtés de la France.
l'Allemagne n'aurait probablement pas pris le risque de vous laisser la guerre se déclencher. Donc, en 1914, vous voyez qu'on a un système qui est contrôlé à partir de Londres, et à la satisfaction d'abord de tous les Anglais, et qui finalement ne gêne pas les autres, tout le monde fait ses affaires, on est en pleine prospérité. La preuve, après 1918, on a appelé cette époque la Belle Époque. La guerre va porter un coup sévère à cette suprématie britannique, mais les Anglais vont réussir à la préserver. Alors, comment la préserver quand on est affaibli? Il faut d'abord s'assurer que les dangers immédiats ont été écartés et qu'on a des moyens de substitution. Alors, je vais reprendre les différents outils de puissance et voir comment les choses ont été gérées, pas forcément dans le même ordre. Premier problème, la Navy. La Navy était un problème qui inquiétait les Anglais. À la veille de la guerre de 14, Guillaume II avait affirmé « L'avenir de l'Allemagne est sur l'eau ». Il avait donné l'ordre à l'amiral von Tirpitz de construire une puissante marine de guerre avec l'intention clairement affichée de se poser en concurrent de la Royal Navy. Ce qui posait aux Anglais deux problèmes. Les cuirassés allemands avaient des blindages qui étaient supérieurs aux blindages britanniques et une puissance de feu qui était également plus importante, en particulier une capacité de perforation des blindages. Ce qui veut dire en clair, pour résumer, si vous avez joué à la bataille navale, qu'un cuirassé allemand attaquant un cuirassé anglais était sûr de le couler en tirant de plus loin, et comme il était en plus mieux blindé, lui n'avait absolument aucun risque à courir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était l'anglais qui était touché et coulé. Ça, c'était véritablement insupportable. Les Anglais, en 1918, ont convaincu Foch d'inclure dans les conditions d'armistice la livraison par l'Allemagne de sa flotte de guerre, qui est immédiatement internée à Scapa Flow, dans la grande rade écossaise, ou la Home Fleet, c'est-à-dire la flotte qui assure la sécurité de l'archipel britannique, et normalement à l'ancrage, et elle est purement et simplement confisquée, puisque le traité de Versailles interdit à l'Allemagne de disposer d'une marine de guerre, en particulier des gros navires de surface. Plus de danger sur la Navy. Pour autant, la suprématie navale n'est plus possible. Et la conférence de Washington de 1922, j'ouvre une parenthèse, je vais me promener dans la chronologie parce que j'ai besoin de m'appuyer sur les éléments majeurs. Vous vous reporterez à une chronologie de la mondialisation que j'ai commise et que Mme Guiboya mettra à votre disposition au CDI. Vous pourrez vous y retrouver, vous verrez comment on reconstruit comme ça ces repères et vous retrouverez l'explication des événements que je vais parfois simplement évoquer. Donc, la Royal Navy n'est plus capable d'assurer la police sur toutes les mers du monde, en particulier dans le Pacifique. La première puissance navale du Pacifique, c'est le Japon, au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc il faut essayer de trouver un moyen. Or, on a concédé au Japon beaucoup d'avantages à la conférence de Versailles. Donc en 1922, les États-Unis, à l'instigation de la Grande-Bretagne, mais également de l'opinion états-unienne, convoquent une conférence à Washington qui impose au Japon un désarmement naval, et les Anglais, d'une certaine manière par ailleurs, délèguent un peu aux États-Unis le contrôle du Pacifique. Ils y sont poussés par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, qui à cette conférence exigent des Britanniques que l'accord entre Londres et Tokyo signé en 1902 ne soit pas reconduit. Les Australiens, les Néo-Zélandais et les Canadiens ayant compris que le Japon risque de devenir une menace et que dorénavant, il vaut mieux qu'ils s'associent aux États-Unis pour exiger des Britanniques l'abandon de cette alliance plutôt que de risquer de se trouver confrontés à un ennemi qu'ils ne contrôleraient pas. Donc vous voyez qu'il y a une autre façon de gérer le maintien, non pas de la suprématie au sens strict, dès lors que vous êtes obligé d'abandonner des pans de puissance, ça n'est plus la suprématie au sens absolu du terme, mais c'est une suprématie relative. La Grande-Bretagne va rester la puissance dominante en abandonnant simplement une zone. Et si vous regardez toute la littérature qui est écrite sur l'entre-deux-guerres sur le Japon, vous remarquerez qu'au moment de l'affaire de Mandchourie, il ne bouge pas. Au moment du début de la Seconde Guerre mondiale en Chine, en 1937, les Anglais ne bronchent pas. Ils veillent simplement à ce que le Japon ne mette pas en danger
leur concession internationale à Shanghai, ni Hong Kong, mais ils sont obligés de s'y soumettre un peu plus tard. Mais là, cette fois, ils adoptent profil bas et ils diminuent la voilure de façon à attendre que des jours meilleurs n'arrivent. Donc vous voyez que la Navy reste un outil non négligeable, mais qu'on a adapté à la relative diminution de puissance. Deuxième élément, la puissance financière. Qu'on va reconstruire les investissements. Alors, le grand bénéficiaire, évidemment, mais je n'en dirai rien, c'est les États-Unis. Là, on est en millions ou milliards de dollars, on verra l'échelle à la fin. Donc, vous voyez qu'en 2014, c'est insignifiant. Leurs investissements dans le monde, c'est presque rien. 1929, à la veille de la grande catastrophe, ce sont véritablement les patrons. Ils ont investi un peu partout dans le monde. Ils contrôlent une bonne partie de l'économie. Voilà. Oui, ça me suffira. Le Royaume-Uni, premier en 1914, ils ont pratiquement refait la différence. Ils sont revenus à une puissance d'investissement. Ils contrôlent l'essentiel de ce qu'ils voulaient véritablement conserver et absolument préserver. Ça n'est qu'avec la guerre de 14 que les États-Unis commencent à pénétrer en Amérique du Sud. Donc vous voyez que les Anglais, alors comment ont-ils pu se refaire de cette façon-là? Pour une raison très simple. La guerre a été très bien gérée. Elle a été financée par l'impôt. On n'a pas hésité à taxer les bénéfices de guerre jusqu'à plus de 80%. Quand la Grande-Bretagne sort de la Première Guerre mondiale, la livre n'est pas franchement menacée. La livre ne sera dévaluée qu'en 1931, après le krach de 1929. J'y reviendrai dans un instant. Donc vous voyez que, là encore, l'outil financier est tout à fait essentiel. L'outil bancaire n'a pas bougé, l'outil des assurances n'a pas bougé, les services financiers, la City de Londres aujourd'hui, c'est 1 million de personnes. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui ont 1 million de salariés. Ça rapporte à la Grande-Bretagne une fortune extraordinaire. Ça a parfaitement traversé la Première Guerre mondiale. La livre est tout à fait intacte. Troisième élément, l'industrie, et ça reposait sur le charbon. La Première Guerre mondiale a mis en évidence que l'énergie, dorénavant, c'est le pétrole. Depuis 1903, la Perse, c'est-à-dire l'Iran, a signé avec la Grande-Bretagne un accord par lequel aucune concession pétrolière ne sera concédée à qui que ce soit sans l'accord de l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Vous avouerez qu'avec ça, quand vous avez le monopole du pétrole iranien, vous pouvez commencer à voir venir assez tranquille. De surcroît, l'Iraq Petroleum Company, qui était une société qui a remplacé la Turkish. La Turkish Petroleum Company avait 3 actionnaires. L'Allemagne, 1 tiers. La Grande-Bretagne, 1 tiers. Les Néerlandais de la Royal Dutch Shell, 1 tiers, mais dans la Royal Dutch Shell, une partie du capital est britannique. Ce qui fait que les Britanniques étaient le premier actionnaire de la Turkish. Ayant perdu la guerre, l'Allemagne est chassée de la Turkish, son capital confisqué, et on se le partage entre l'Anglo-Persian 100% britannique, la Royal Dutch Shell majoritairement britannique. Il a fallu faire une place à 5 majors états-uniennes, et la CFP, la Compagnie française des pétroles, créée par Poincaré et qui représente les intérêts français. De sorte que les Anglais sont bien plus présents qu'à hauteur de 23,75, Gulbenkian qui étant l'apporteur d'affaires, qui était déjà à 5% dans la Turkish, reste également dans la Turkish. Ce qui veut dire que dans la révolution industrielle qui se prépare, les Anglais qui ne peuvent plus autant compter sur la houille qu'ils ne le faisaient avant 1914, sont assurés de disposer du pétrole dont ils ont besoin pour l'énergie dont ne peut pas se passer leur activité industrielle. Ils ont sauvegardé la Navy, ils ont sauvegardé la finance, ils sauvegardent leur activité économique, il ne reste plus qu'à gérer une grande difficulté, mais ils vont à peu près réussir à le faire, les États-Unis.
a surgi devant eux une difficulté, les États-Unis sont devenus théoriquement la puissance prépondérante. En effet, ils concentrent en 1919 75% de l'or monnayé dans le monde, et la Grande-Bretagne ne peut rien faire sans l'accord des États-Unis. Alors, ne prenez pas le terme d'accord au sens strict, il ne s'agit pas de négocier. La Grande-Bretagne n'est pas un petit garçon qui dit à un moment aux États-Unis « Est-ce que je peux faire ça ?» Non. Mais ils savent qu'il y a une limite à ne pas franchir, sinon les États-Unis pourraient tenter de les remettre en place. Et je vais vous en donner un exemple. Le traité de Versailles prévoyait des réparations. Nous comptions sur les réparations, car ayant financé la guerre à crédit, nous ne pouvions pas, comme les Anglais, sauver le franc est perdu. Après la Première Guerre mondiale, il ne s'en remettra jamais. Et nous comptions sur les réparations pour effacer ce que nous avait coûté la guerre. L'Allemagne n'était pas contre le fait de nous payer des réparations. Elle était prête à nous payer en charbon et en matières premières. La Grande-Bretagne ne voulait pas qu'elle nous paye en charbon. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle en vendait 100 millions de tonnes par an. On ne va quand même pas se priver d'un marché quasiment captif, puisque la France n'a pas de houille, pour le laisser à quelqu'un contre qui on vient de faire une guerre relativement coûteuse pendant 4 ans, pour le ramener à un degré de puissance qui n'atteigne pas votre suprématie. Ça, c'est impensable. À un moment, les Anglais ont eu une idée, essayer de reprendre le contrôle de l'économie du monde et proposer une sortie qui soit différente de celle du traité de Versailles. On effaçait les dettes interalliées, on effaçait les réparations, on repartait en quelque sorte dans un monde construit le plus près possible du modèle de 1913, dont ils seraient restés les maîtres. Là, les États-Unis n'en disent pas de salisette, les dettes interalliées, c'est sacré. On a essayé de négocier, on a versé notre sang, vous avez apporté de l'argent. Non, non. Vous avez signé un contrat, vous nous devez tant. On peut discuter l'abaissement du taux d'intérêt, on peut discuter l'étalement, mais tous les accords seront signés et ils étalaient jusqu'aux années 60 du XXe siècle le remboursement des dettes interalliées. Là, les Anglais ont vu que les États-Unis ne céderaient pas. Vous allez me dire, ils auraient pu l'ignorer. Non, parce qu'il y a deux choses. Les Anglais sont vulnérables sur deux terrains. Premier terrain, la livre. Je viens de vous dire que les États-Unis ont 75% de l'or monnayé du monde. Si la Grande-Bretagne mène une politique qui ne convient pas à Washington, on joue contre la livre sur le marché financier. C'est comme ça qu'ils ont tué les Anglais après Suez. Ah, rappelez-vous, je vous l'ai évoqué, il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. La livre s'est effondrée, et pour sauver la livre, il a bien fallu céder. Et la deuxième chose, il ne vous a pas échappé qu'au moment des fêtes de Pâques de 1916, il s'est passé en Irlande des événements un peu sanglants. Or, vous n'ignorez pas que la plus grande ville irlandaise, c'est New York. Que la plus grande communauté irlandaise exilée, c'est celle des États-Unis, qui tient une bonne partie des leviers politiques de la République états-unienne. Et il suffit que Washington laisse le champ libre à la collecte de fonds, aux achats d'armes et aux envois des dits fonds et des dites armes en direction de l'île, et les Anglais seraient dans une situation absolument tragique. Reportez-vous à la colère britannique quand les affaires irlandaises ont été réglées, ou presque, pas totalement éteintes, mais enfin, on n'en est plus à la situation où Bobby Sands s'est laissé mourir dans une prison irlandaise. Dès que l'affaire irlandaise a été, aux yeux du gouvernement états-unien, close, Gerry Adams a été invité à toutes les cérémonies officielles de la Maison-Blanche. Jamais un leader nationaliste irlandais n'était rentré dans les salons de la Maison-Blanche entre 1916 et l'accord qui a permis à Gerry Adams d'y accéder. L'ambassadeur de Grande-Bretagne a immédiatement fait une démarche en disant « Comment ? Vous ne nous aviez jamais fait ça ? Vous avez dû vous tromper. Il a reçu cette invitation par hasard. » Non, non, il a dit « Maintenant que vous avez réglé vos problèmes, Gerry Adams, avec qui nous n'avions jamais rompu les relations, est quelqu'un que l'on peut recevoir au grand jour en même temps que votre ambassadeur. » L'ambassadeur de Grande-Bretagne est rentré dans son ambassade, digéré
l'affront qu'il venait de subir. Depuis, les dirigeants nationalistes irlandais sont régulièrement invités à la Maison-Blanche. Donc il y a là, si vous voulez, deux moyens de pression dont les États-Unis ne manqueraient pas de se servir et qui obligent les Britanniques, dans l'entre-deux-guerres, à jouer au plus serré. Catastrophe de 29, dernière étape avant qu'on en arrive à la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut savoir faire des sacrifices. Les Anglais sont des inconditionnels du libre-échange, mais la crise de 29 débouche sur le repli sur les égoïsmes nationaux. Se constitue un bloc franc, se constitue un bloc sterling, se constitue un bloc dollar, et puis vous avez trois nations prolétaires, le Japon, l'Italie et l'Allemagne, qui n'ayant pas d'empire colonial et de zones d'influence large sur lesquelles se replier, essayent de régler cela, d'abord par ce qu'on appelle à tort l'autarcie, car ça n'est pas vraiment de l'autarcie, ensuite par l'agressivité et la constitution d'une zone de prospérité. Les Anglais n'hésitent pas, ils abandonnent le libre-échange, les accords d'Ottawa établissent la préférence impériale, et c'est là que l'Empire retrouve toute sa place d'outil de puissance. Il a été agrandi. Car pour pouvoir profiter de tous ces accords, il a bien fallu mettre la main sur la partie arabe de l'Empire ottoman, d'où le protectorat sur l'Irak. Mossoul devait nous revenir dans les accords Sykes-Picot. Mais Clémenceau ne savait pas où était Mossoul, il ne savait pas qu'il y avait du pétrole. Le premier Britannique l'a convaincu qu'il valait mieux qu'il nous donne Mossoul en contrepartie d'un petit morceau de l'Anatolie. Ce que Clémenceau a fait très volontiers. Et c'est comme ça que nous n'avons jamais eu de zone pétrolière avant qu'on ne découvre qu'il y a tout de même du pétrole en Syrie. Donc, les Anglais, sur leur empire, trouvent le moyen de maintenir une puissance économique, et comme la livre est un outil de puissance, en 1930, ils sont confrontés à un problème. Si la livre continue à baisser telle qu'elle baisse du fait de la crise de 29, tous les gens qui ont des comptes libellés en sterling, ce qu'on appelle des balances sterling dans les banques anglaises, risquent de chercher une monnaie plus solide pour y mettre leur argent de côté. Il n'y a plus qu'une solution, il faut tout de suite couper la crise et faire en sorte, tant que l'argent est captif, de les mettre devant le fait accompli. La livre est dévaluée de 30%, elle ne sera dévaluée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Entre 29 et la Seconde Guerre mondiale, nous avons dévalué 5 fois le franc. C'est vous dire si il n'était pas question que nous contestions la suprématie britannique. Le dollar étant dévalué de 40% 2 années plus tard, en gros on fait jeu égal, les deux pays sont à parité. Je passe très vite sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle contribue au maintien de la puissance britannique. Les Anglais sortent de la Seconde Guerre mondiale sur deux, légitimement fiers de ce qu'ils ont fait. Ils ont à un moment tenu tête seuls aux nazis, absolument seuls, en attendant que l'URSS ne les rejoigne, puis les États-Unis. Ils ont hébergé tous les gens qui ont voulu résister. Londres est la capitale du monde, y compris de l'Éthiopie, pendant un certain temps, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tenu à bout de bras ces régimes qui continuaient la lutte. Comme disent les anglo-saxons, ils avaient fait le job. Donc ils sortent de la Seconde Guerre mondiale parfaitement tranquilles et sur deux. Ce qui leur permet de gérer une transformation pas très évidente d'un autre outil de puissance, qui est l'Empire. La Seconde Guerre mondiale, c'est l'ébranlement de la domination coloniale et le début des décolonisations. La France va s'engager dans 2 guerres qui vont lui coûter une fortune, même si elle n'en a payé que la moitié, qui vont avoir pour effet de lui faire perdre tout ce qu'elles étaient censées préserver, mais aller expliquer à un Français qui a vécu la raclée de 40, qui a vu son pays libéré par les autres, parce que bon, c'est Leclerc qui est rentré dans Paris, mais enfin, Leclerc sans l'armée états-unienne, c'est pas grand-chose. Qu'en plus, il faut maintenant larguer l'Empire. C'est impensable. Donc on va se jeter dans une politique imbécile. Les Anglais en 40, si vous leur expliquez que leur intérêt est de décoloniser l'Inde, pourquoi se sentiraient-ils humiliés? D'abord, j'aurais pu commencer par là, mais ça je pense que vous le saviez, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Un Anglais, c'est un Anglais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'unique, irréductible à d'autres. Il ne vous a pas échappé que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande n'est pas un Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, un et indivisible. Ils n'ont jamais été capables, ils n'ont jamais voulu
faire des Écossais des Anglais. Pas plus que des Gallois. Les Écossais sont les Écossais, les Gallois sont des Gallois, les Anglais sont des Anglais. Les deux premiers obéissent au troisième. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ils sont différents. Sur le plan religieux, sur le plan des pratiques, sur tous les plans, même sur l'habitat. Pas d'habitat en hauteur en Angleterre, un habitat en hauteur en Écosse. Donc, ils n'ont jamais imaginé de faire des Indiens des Anglais. Dès lors que l'Indien était well educated, qu'il portait correctement la cravate du club, qu'il savait tenir sa tasse de thé, il pouvait être reçu dans les meilleurs clubs britanniques. Le propriétaire de l'acier européen, Lakshmi Mittal, est reçu partout, à Londres. Mais quand vous apportez l'argent que Lakshmi Mittal a apporté aux banques britanniques, on peut vous recevoir. En plus, il est passé par les meilleurs établissements d'éducation britanniques. Donc, ça ne pose aucun problème. De là à en faire un Anglais, sûrement pas. Il est indien. Il doit d'ailleurs être fier d'être indien, sinon les Anglais le mépriseraient. Et par conséquent, on joue dans un club où on se respecte entre gentlemen. Donc la décolonisation anglaise se passe parfaitement bien, de façon peu onéreuse. Il n'y a que 2 incidents sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais l'Empire reste un outil de puissance, car depuis, ces pays se sont développés. Quand dans les années 60, l'Angleterre va connaître des difficultés économiques, où vont les jeunes gens bien formés à Bac plus 5, entre Bac plus 5 et Bac plus 12, auxquels le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande n'offrent plus de boulot? Une partie aux États-Unis, mais pas forcément la majorité, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Depuis que l'économie britannique est repartie, 140 000 sont rentrés. Mais ils sont chez eux. Il y a encore des liens familiaux. La France ne peut pas faire l'équivalent avec son empire colonial. Tout son empire colonial est devenu un ensemble de pays de clochards. Alors ils sont plus ou moins en état de clochardisation avancée, mais on ne peut pas avoir ce jeu-là. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de l'Empire. Alors ces pays sont souverains, hein. Ils ont signé le traité de Versailles, ils ont participé à tous les accords internationaux. Ça n'empêche que l'ambassadeur de Grande-Bretagne s'appelle toujours gouverneur du Canada. On a même gardé les noms. Et reprenez les collections de Paris Match des années 50, 60, 70, vous verrez les croisières du yacht Britannia avec la société des Royals qui va régulièrement visiter ses cousins d'un peu partout dans le monde. Donc la Seconde Guerre mondiale n'est pas franchement un problème, simplement la livre, elle, est très atteinte. Donc la Navy a beaucoup souffert de la guerre sous-marine de la Deuxième Guerre mondiale, la livre est atteinte, il reste l'Empire, et l'économie se lance dans une aventure qui est le welfare state. La Seconde Guerre mondiale a été marquée par l'invention par les Britanniques de l'État-providence, 2 rapports dont nous nous sommes nous-mêmes inspirés pour la politique française, mettent en place le welfare state. Et les Anglais vont se retrouver, je vais passer très vite sur les années 50 à 70, avec une situation extraordinairement compliquée, dans laquelle progressivement ils diminuent leur présence dans le monde parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. 1947, ils préviennent les États-Unis que s'ils veulent assurer la sécurité face à la menace communiste de la Grèce et de la Méditerranée orientale, il faut qu'ils le prennent en charge car ils rapatrient leurs forces. 1967, tout ce qui est à l'est d'Aden est rapatrié. 56-58, la crise de Suez et la chute de la monarchie irakienne mettent à mal leur contrôle du pétrole, alors qu'en 1945, ils ont été les parrains de la création de la Ligue arabe. Ils pensaient que ça leur assurerait pour des décennies une influence dans le monde arabe. Ils ont donc, si vous voulez, une présence qui se rétrécit dans le monde. Ils ont une monnaie qui est menacée parce que beaucoup de riches fortunes dans le monde ont leurs avoirs libellés en sterling, ont des balances, sont les propriétaires de ces balances sterling. Donc on ne peut pas se permettre de trop faire de keynésianisme, c'est-à-dire que l'État soit dépensier pour relancer l'économie, parce qu'on menacerait la monnaie, et à ce moment-là, les grandes fortunes quitteraient les banques britanniques. Ça vous explique la politique économique qui est suivie, qui est celle du stop and go. L'économie va trop mal, on injecte de l'argent, on fait du keynésianisme, quitte à affaiblir la monnaie.
Quand la monnaie est trop faible et que les balances sterling sont menacées, on appuie vigoureusement sur le frein pour restaurer la monnaie, garder la confiance des déposants, faire en sorte que les capitaux restent dans les îles britanniques. Et donc on arrive comme ça, si vous voulez, aux années 60, avec une Grande-Bretagne qui a pu rester à l'extérieur, et j'en arrive au cœur du problème, et l'Europe dans tout cela. Alors l'Europe, c'est une vieille idée, puisqu'il paraît qu'elle a été inventée par Victor Hugo, mais je me demande ce que Victor Hugo n'a pas inventé. Pour moi, l'Europe commence sérieusement dans l'entre-deux-guerres, avec l'action de deux hommes, Koudenov-Kalergi, qui est un austro-nippo-tchéco-français, qui est un diplomate, qui est le premier à avoir lancé, et qui sera un des inspirateurs de Jean Monnet, l'idée de construction européenne. Et puis, le projet de Briand, mais qui arrive en 29, trop tard, pour pouvoir être véritablement lancé. En 1948, c'est là qu'il faut se placer, il y a indiscutablement un intérêt dans l'opinion publique pour la construction européenne après le congrès de La Haye. Le congrès de La Haye a montré que, en particulier chez les gens qui venaient de sortir des camps, Joseph Rovan, Michelet, Eugen Kogon, les deux premiers étant français, le troisième allemand. Et le troisième savait de quoi il parlait, il avait été parmi les constructeurs de Dachau, premier interné puisque communiste, et il y avait passé tout le temps de 33 à 45. Donc, le système nazi, il connaissait un peu de l'intérieur. Ces gens-là étaient persuadés qu'il fallait mettre un terme à ces guerres fratricides et faire en sorte que l'Europe ne replonge plus dans des drames comme celui de 14 ou celui de 40-45. Mais comment faire? Le congrès de La Haye a aussi montré qu'on a un panel de choix absolument extraordinaire depuis le fédéraliste intégriste, c'est-à-dire qui est prêt à tout brader de la puissance nationale au profit d'un super pouvoir qui gouverne l'espace européen, jusqu'à des nationalistes raisonnés qui veulent une construction en confédération, chaque État restant souverain, mais se mettant d'accord pour abandonner des pans d'activité à une structure supra-étatique. Puis très vite, l'enthousiasme retombe. En gros, si vous voulez, de 48, il lui a fallu un peu plus de 50 ans pour s'étioler. Regardez où en est aujourd'hui l'idéal européen. Enfin, je ne sais pas si vous avez... Il y a parmi vous des enthousiastes de l'Europe, mais dans ce cas-là, je vous dis tout de suite, vous êtes minoritaire. Pourtant, c'est indispensable. Je pense que c'est la seule condition de survie que nous ayons. Je suis très fier d'être français, je suis très attaché à ma nationalité, mais si nous ne passons pas par une alliance européenne, nous ne représenterons très rapidement plus grand-chose. Nous sommes aujourd'hui à 1% de la population, 7% de la production économique, 25% des dépenses sociales. Vous voyez tout de suite où est le point faible et comment ça va craquer. Comment mettre un peu d'ordre dans tout cela? La deuxième source, c'est une exigence états-unienne. La construction européenne, contrairement à ce qu'on vous raconte, même quand on veut défendre l'Europe, ça n'a jamais été la volonté des Européens au départ. C'est une exigence des États-Unis. La création de la CECA, c'est-à-dire la mise en commun de toutes les ressources du charbon et de l'acier, ça n'est pas du tout la volonté de Monnet ni de Schuman. Monnet et Schuman savent, le 8 mai 1950, que s'ils n'annoncent pas quelque chose, le 10 mai, à la réunion des ministres des Affaires étrangères qui va se tenir à Londres, et où les États-Unis, excédés par les freinages français, et soucieux de ne pas gaspiller l'argent qu'ils injectent dans la reconstruction de l'Europe, vont imposer la restitution à l'Allemagne de l'intégralité de ses droits charbonniers et la libre utilisation de la Ruhr. Or, nous sommes obsédés, nous, par l'idée que les deux guerres mondiales sont dues à la Ruhr, et que si nous perdons le contrôle de ce qu'on fait du charbon de la Ruhr, nous allons vers une troisième guerre avec l'Allemagne. Donc nous pratiquons la politique de gribouille, mettons tous ensemble le charbon et l'acier, et on se dit comme ça, on n'aura plus de danger. Alors depuis, évidemment, on vous le présente un peu autrement, mais je vous renvoie à un colloque qui s'est tenu à Angers à l'initiative de mon collègue et ami Jean-Pierre Bois. Vous y avez deux communications qui vous expliquent que de surcroît,
Les Allemands sont d'autant plus contents qu'ils ont pigé que la sidérurgie, c'est un secteur qu'il va falloir liquider sur les 40 ans qui viennent, et que si on le fait en commun, ça sera infiniment plus simple. Regardez comment a été gérée la sidérurgie allemande, vous verrez que c'est autre chose que le désastre français. Donc, pendant les deux étapes de la CK et de la CED, c'est l'épée états-unienne dans les reins que nous avançons vers la construction européenne. Pourquoi sont-ce des initiatives françaises? Pourquoi les États-Unis, allez-vous me dire, puisqu'ils ont une relation privilégiée avec les Britanniques, n'ont pas demandé aux Britanniques de prendre la direction de l'Europe? Parce que Churchill a formulé la théorie des trois cercles dès 1945. Il a dit à Roosevelt, Truman, l'Europe extraordinaire, c'est l'idée qu'il fallait avoir. De toute façon, elle n'est pas de vous, elle est des Européens. Il faut effectivement la construire, mais ça sera sans nous. Car la Grande-Bretagne a trois vocations. D'abord, elle est britannique. Ensuite, et à ce titre, elle est européenne. Mais elle a aussi un empire colonial. Et d'autre part, elle a des prétentions dans le monde auxquelles elle n'entend pas renoncer. C'est déjà beaucoup, compte tenu des difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés du fait de cette Seconde Guerre mondiale. Donc sans nous. Mais prenez les Français. Ils sont remarquablement organisés et vous verrez qu'ils sont capables de faire le job. D'où la multiplicité des installations états-uniennes en Europe, car il s'agit dans l'esprit des États-Unis exclusivement de surveiller l'utilisation qui est faite des crédits de reconstruction, avant le plan Marshall, puis après le plan Marshall, de façon à éviter les doublons, éviter les gaspillages. Le plan Marshall n'est pas un acte de générosité, c'est un investissement, avec un retour sur investissement qui a été prodigieux. Donc ça se gère comme tous les placements sérieux. Et il n'est pas question d'aller au-delà. La reconstruction finie, les États-Unis laissent courir. Mais dans les milieux économiques européens, on a pigé quand même que travailler ensemble, c'est intéressant. Ça permet des économies d'échelle, ça permet un tas de choses, et c'est quand même dommage qu'on en reste là. D'où, alors là c'est une initiative européenne, le lancement du traité de Rome. Mais uniquement pour gagner de l'argent, c'est une initiative économique. Il n'y a pas vraiment de construction politique. Et les Anglais là-dessus sont très clairs. Contrairement à ce qu'on pense, il y avait un Anglais, une délégation anglaise dans la négociation qui a débouché sur le traité de Rome. Et puis un jour, ils ont décidé de partir. Mais avant de partir, ils ont fait une petite déclaration que je vais vous lire. Monsieur le Président, messieurs, je voulais vous remercier sincèrement de votre hospitalité et vous indiquer qu'elle va cesser à partir d'aujourd'hui. En effet, je regagne Londres. Fonctionnaire sérieux, il me gêne de perdre mon temps et de ne pas justifier le modeste argent que me verse mon gouvernement. J'ai suivi avec intérêt et sympathie vos travaux. Je dois vous dire que le traité dont vous parlez et que vous devez élaborer, petit a, n'a aucune chance d'être conclu, comme quoi un Anglais peut se tromper. Petit b, s'il est conclu, n'a aucune chance d'être ratifié. Petit c, s'il est ratifié, n'a aucune chance d'être appliqué. Nota bene, s'il l'était, il serait d'ailleurs totalement inacceptable pour la Grande-Bretagne. On y parle d'agriculture, ce que nous n'aimons pas, de droits de douane, ce que nous récusons, et d'institutions, ce qui nous fait horreur. Monsieur le Président, messieurs, au revoir et bonne chance. Vous trouverez ça dans le livre de Jean-François Degnaud, qui est l'auteur français du traité de Rome. Enfin, le rédacteur français du traité de Rome. Là, pour les Anglais, le tocsin sonne. Si ce truc se met en place, vers quoi va-t-on? À vrai dire, nous-mêmes ne le savons pas. Je vous rappelle que ce que met en place le traité de Rome porte deux noms. Ceux qui sont partisans d'une construction européenne pour faire de l'Europe un État parlent de communauté économique européenne. Ceux qui veulent simplement un marché de libre-échange le plus ouvert possible parlent du marché commun. Et selon l'expression que vous employez, vous vous classez politiquement à l'égard de la construction européenne. Beaucoup de journalistes n'ont pas conscience de la chose, mais ils le font sans le savoir. Donc pour les Anglais, ça c'est insupportable. Donc on va essayer de faire exploser le système. Et ils créent l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, qui regroupe le Portugal, dont ils contrôlent l'économie depuis le XVIIIe, la Suisse, l'Autriche, la Norvège, et puis un autre pays que j'ai oublié, mais peu importe.
la torpille fait pchit. Que voulez-vous que fassent ces pays si la Suisse, si respectable soit-il, face au colosse que constitue le couple franco-allemand, aux Pays-Bas qui ne sont quand même pas une puissance totalement négligeable, à la Belgique qui est extraordinairement riche. Regardez le taux du franc belge jusqu'à la création de l'euro. Vous voyez que la Belgique, c'est un pays riche. Il faut dire qu'il sort de la Seconde Guerre mondiale particulièrement enrichi. Donc là, ils n'ont aucune chance. L'élément faible, c'est l'Italie. Mais on ne peut pas se passer de l'Italie. Donc l'AELE ne marche pas. Pour autant, d'ailleurs, les États-Unis ne veulent pas que le système explose. Car pendant que les Anglais essaient de faire en sorte que ça n'échappe pas à une certaine limite et que ça ne devienne pas une puissance concurrente, les États-Unis investissent. Reprenez n'importe quelle publication économique sur une bonne vingtaine d'années à partir de la signature du traité de Rome et regardez les investissements de multinationales états-uniennes qui viennent s'installer dans la CE pour pouvoir y être un acteur de plein exercice et par conséquent profiter au maximum de la construction. Donc les États-Unis auraient probablement empêché la Grande-Bretagne d'aller au-delà dans l'utilisation de sa capacité de destruction. Quand l'AELE a fait pchit, il ne reste plus qu'une solution, il faut rentrer. D'où la candidature de la Grande-Bretagne à l'entrée dans l'Union européenne. Manque de chance, elle la présente au moment où elle signe les accords de Nassau, par lesquels elle met sa force nucléaire sous contrôle états-unien. La Grande-Bretagne est une puissance nucléaire, mais ne peut utiliser sa bombe qu'avec l'accord de la Maison-Blanche. Pour De Gaulle, c'est impensable. Au même moment, Charles le Seul est d'abord la stratégie tous azimuts, en entretenant l'ambiguïté de savoir si, peut-être éventuellement, elle pourrait même être utilisée entre les deux rives de l'Atlantique. Donc ça, c'est absolument intolérable. D'où la fameuse formule, l'Angleterre, je la veux toute nue. Elle recandidatera une deuxième fois, il faudra attendre que Georges Pompidou assassine le général de Gaulle, politiquement parlant, évidemment, et ne s'ouvre à la candidature britannique. Mais depuis, la Grande-Bretagne est le seul pays qui sait exactement ce qu'il veut faire dans la construction européenne et qui a magnifiquement réussi. Qui envoyons-nous à Bruxelles ou à Strasbourg? Des gens qui ont renoncé à de véritables ambitions politiques ou administratives. Regardez les candidatures au Parlement européen. Ce sont tous les battus des élections nationales, tous les copains à qui on a demandé de démissionner d'un poste pour y mettre un autre copain et à qui on a promis de les recaser par un poste de député européen. Toutes tendances confondues, donc ça n'est pas attaquer quelque force politique que ce soit, que de constater une évidence. Parmi les 200 énarques dont j'ai assuré les 3 premières années de formation pour ce qui est de l'histoire, à chaque fois que l'un d'entre eux, revenant m'annoncer son succès à l'ENA, m'entendait lui dire « Vous choisissez la commission pour le stage ?» Évidemment. Mais monsieur, qu'est-ce que j'ai à faire à la commission? C'est pas comme ça que je vais soigner mon rang de sortie. Si je veux rentrer au Conseil d'État ou à l'Inspection Générale des Finances, il faut que j'aille ailleurs. La commission de Bruxelles, il n'y a rien à y faire. Les Anglais y envoient leur meilleur haut fonctionnaire. Le gars qui a négocié la rétrocession de Hong Kong à la Chine, son poste suivant, ça a été Bruxelles. Les Anglais savent ce qu'ils veulent faire de l'Europe. Ils sont, je répète, les seuls aujourd'hui. Nous sommes incapables, nous, d'avoir un projet, puisqu'on a élargi sans jamais demander aux gens pourquoi ils voulaient venir. Ça nous aurait obligés à réfléchir sur ce qu'on voulait en faire. Non, non, on a élargi. Après que les Polonais sont rentrés pour construire un super État. Il a fallu qu'ils attendent 18 pour ressusciter. Ils sont ensuite passés 50 ans sous tutelle soviétique. Vous voudriez qu'ils abandonnent leur identité de Polonais? Enfin, c'est pas sérieux. Laissez-leur en profiter quand même. Nous, ça fait quelques siècles qu'on profite de notre identité. On est tellement contents. Ils ont quand même le droit aux mêmes satisfactions. Les Anglais savent très bien ce qu'ils veulent en faire. Un plus large marché. Vous reporterez sur le site du United Kingdom Government, vous avez le texte de l'intervention de Cameron, le lundi qui a suivi le fameux week-end où il a négocié les 4 points dont il va proposer la ratification aux Britanniques. Lisez-le attentivement, vous y retrouvez toujours la même chose. Des prix plus bas, plus d'emplois,
un marché plus grand. Pourquoi ne veut-il pas sortir de l'UE? S'il sort de l'UE, il doit renégocier toutes les conditions d'accès des marchandises britanniques au marché européen. Et tous les pays dans le monde avec lesquels il essaiera de nouer des accords lui ont répondu à condition que ça ne lèse pas, que ça ne menace pas les accords que nous avons avec l'Europe. S'ils sortent et si on veut leur pourrir la vie, on peut les tuer. Il suffira qu'on dise à tous les partenaires avec lesquels ils essaieront de trouver un substitut, leur dire faites attention. Si vous signez avec les Britanniques, c'est le marché européen que vous vous fermez. Et là, l'économie britannique risque d'avoir d'assez sérieuses difficultés. Donc qu'est-ce qu'il cherche avec cet accord? La même chose que Margaret Thatcher, I want my money back. Elle a tordu le système de façon à ne pas donner trop d'argent au regard de ce qu'elle recevait. Quand on a mis en place un début de défense européenne, les trois pays, France, Grande-Bretagne et Allemagne, ont été d'accord pour ne pas faire allusion à l'OTAN, compte tenu des relations privilégiées que les Britanniques ne veulent pas interrompre avec l'OTAN. Alors, je reviens quasiment à mon point de départ et à la situation actuelle. Je vous ai dit que mon hypothèse, c'est que, un, il veut tuer Nigel Farage et son parti. Deux, il ne veut surtout pas que sur la lancée, on voit bien que depuis la crise de 2008, on voit bien avec les difficultés économiques, on voit avec la crise des migrants, que tout le monde prend plus ou moins conscience dans les 28 pays européens que sans une intégration plus poussée, sans des abandons de souveraineté sur des problèmes majeurs, nous n'avons aucune chance de résoudre les problèmes qui se posent. Chacun des 28 pays pris isolément ne peut pas résoudre le problème de l'immigration. Rappelez-vous la conférence que vous avez eue de mon collègue Dumont, il vous a expliqué que l'immigration allait augmenter. Donc il va bien falloir qu'on se prépare à gérer ça. Et donc il faut intégrer. Or les Anglais n'en veulent pas. Pour autant, ils ne veulent pas renoncer au système. Et avec l'accord qu'il a obtenu, il y a un grand point d'interrogation. L'accord à 3 reprises évoque, si je l'ai correctement traduit, qu'il faut attendre que les traités soient modifiés. Les 27 tiendront-ils tous leurs engagements et modifieront-ils effectivement les traités de cette façon-là? Les parlements nationaux ensuite les ratifieront. Donc là, on a ouvert une boîte dont on ne sait pas très bien vers quoi elle nous embarque. Mais elle risque de nous réserver des surprises, même quand on n'est pas partie prenante actif. Mais de toute façon, on ne peut pas être hors du jeu. Donc derrière, il y a un enjeu absolument extraordinaire. Alors, moi j'explique le pari de Cameron de la façon suivante. Il veut se débarrasser de Farage. Il veut faire en sorte d'éviter toute intégration. Et il pense qu'avec ces 4 points d'accord, il a encore gagné quelques dizaines d'années qui reculent toute possibilité d'intégration croissante des États européens vers un super-État, un État supranational. Et par conséquent, il est tout à fait conforme à la tradition britannique. Il a simplement peut-être négligé l'importance que l'Europe a déjà prise dans l'économie britannique. 1 million de salariés à la City qui lui rapportent une partie essentielle des profits que fait la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que les banques britanniques si par hasard on les prive du marché européen? Et si elles sont obligées, veut dire, s'installer à la Défense? Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il va falloir construire à la Défense si on veut accueillir tous les gens qui vont devoir quitter la City. Alors, rassurez-vous, hein, toutes les opérations ne sont pas impossibles à partir de Londres. Mais forcément, il y a des choses qui vont devenir plus compliquées. La jungle de Calais va s'installer à Douvres. Tous les accords commerciaux tombent. Et pour accéder à l'Europe, il faut qu'ils renégocient à partir de zéro, plus le paiement d'une somme relativement importante. La Norvège, sauf erreur de ma part, pour l'économie norvégienne, paie quasiment 1,5 million d'euros annuels simplement de droits d'accès au marché européen. C'est un bouleversement de l'économie qui se produirait, ce qui vous explique l'âpreté de la campagne. Avez-vous déjà vu un Premier ministre français au téléphone, comme on voit David Cameron quasiment en boucle sur certaines chaînes, s'efforçant de convaincre les électeurs lui-même, en disant il faut y aller, il faut rester, j'ai obtenu le bon accord, avec ça, vous ne risquez rien.
Enfin, dernier point, et puis après je pense que vous avez peut-être des questions et je m'arrêterai là. Cette affaire du Brexit nous a donné une extraordinaire leçon de démocratie, dont personnellement, comme citoyen français, je sors assez largement humilié. Cameron est venu le vendredi 17 ou 18, enfin vous vérifierez, février 18 ou 19, vendredi samedi négocié à Londres. Il est rentré à Bruxelles, il est rentré à Londres. Le lundi matin, il était devant les communes qui ont eu la primeur de l'accord et de ses explications, comme ils avaient eu la primeur de l'annonce d'une demande de 4 modifications dans les relations du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, et de l'hypothèse de procéder à un référendum pour s'assurer que les Britanniques étaient d'accord. Or, cet accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 2 reprises, évoque une modification des traités. Donc, nous concerne. Si nous modifions les traités qui établissent nos relations avec la Grande-Bretagne, notre vie quotidienne en sera affectée. Comme citoyen, vous avez été consulté quand? Vous avez été informé quand? Vous avez entendu un ministre des Affaires étrangères français vous expliquer qu'on allait modifier la règle du jeu en Europe? Est-ce que le lundi, le titulaire du Quai d'Orsay est allé s'expliquer devant le Parlement sur une modification du traité? Mais il est vrai qu'en 2005, on avait refusé la Constitution et que le traité de Lisbonne a été ratifié par le Parlement, nous imposant ce que nous venions de refuser par référendum. Vous voyez que quand on va dire aux Britanniques, mais l'Europe serait à ce moment-là la première puissance démocratique, il y a un certain nombre de Britanniques qui disent « Qu'est-ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie ?» La démocratie en Grande-Bretagne, c'est un gouvernement responsable devant le Parlement, qui informe le Parlement, lequel informe les électeurs de ce qu'il envisage d'appliquer comme politique, et qui vient leur rendre compte une fois qu'il a terminé sa négociation. Donc il me semble ne pas forcer les mots en vous disant que, peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais là vous vivez jusqu'au 23 juin, les quelques jours qui vous précèdent, d'un événement véritablement majeur, dont pratiquement en France personne ne parle, sauf pour en parler comme ça, vaguement en général, Brexit or not Brexit, hein, et on vous balance 2 petites phrases de Cameron ou 2 petites phrases de Farage. On commence à avoir quelques études un peu sérieuses sur ce que pourrait coûter éventuellement à un Britannique une sortie. Alors, un historien n'est en aucun cas Madame Soleil. Je me suis contenté de poser un certain nombre de questions. Je n'ai aucune idée de ce que sera le résultat. À mon avis, il devrait être très serré. Parce que je pense que c'est dans les derniers jours de la campagne que le monde économique et financier va s'engager. Ça ne sert à rien de battre les estrades beaucoup trop tôt. Mais je pense que si vous suivez un peu l'actualité britannique, vous devriez voir pas mal de banquiers, de traders et d'autres gestionnaires de grandes fortunes qui vont essayer de s'exprimer pour convaincre les Britanniques de ne pas faire l'erreur de sortir de l'Europe. Ce qui veut dire que si je repense à mon point de départ, le moment où la Grande-Bretagne dominait le monde, on aura peut-être une moitié des Anglais, avec plus quelques-uns s'ils restent, ou moins quelques-uns s'ils sortent, qui ont enfin compris que la suprématie britannique est pratiquement arrivée à son terme. La Grande-Bretagne est une puissance respectable, mais elle n'est que una de tantas, comme disent les Espagnols. Merci.